Bonjour et bienvenue dans une nouvelle sorte de chronique rôliste où tout simplement je vais réagir en fait à un morceau de JDR que j'ai masterisé il y a peu et sur cette base en fait partir sur des explications un peu plus globales et sur des notions que je n'ai pas encore trop abordées qui peuvent se mettre en place sur de courtes séances mais qui seront plus faciles à mettre en place sur de longues séances, sur de longues campagnes. Et a fortiori beaucoup plus facile également à mettre en place à distance, vous allez voir pourquoi très rapidement. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'il se passe en dehors de la scène principale. Il y a peu, j'ai fait une séance de JDR qui s'est terminée d'une façon assez dramatique. Ce que je veux dire par là, un des joueurs s'est trouvé à mourir, et les deux autres joueurs en ont à porter le fardeau. Tu te revois pendant un bref instant. En fait, ce cri te projette pendant un bref instant à simplement ce moment où tu étais, à simplement soigner des cœurs végétaux, à chérir toute vie, à l'aider, à l'assister. Et là, tu regardes ce que tu es devenu. Une personne qui a fait du mal. Une personne qui a infligé une douleur à un autre être, qui était vulnérable, à ta merci, sans défense. Et là, je parle bien des joueurs, je ne parle pas des personnages, car, voyez-vous, ce JDR présente une petite chose un peu particulière, dont, eh bien, ils savaient l'existence, mais qui, pour autant, ils avaient oublié en cours de route, car on avait commencé la campagne il y a un certain temps. La mort dans ce JDR est définitive. Lorsque vous mourrez, vous n'êtes pas remplacé. Lorsque vous mourrez, vous ne créez pas un nouveau personnage. Lorsque vous mourrez, vous, en tant que joueur, ne faites plus partie de l'histoire. Vous êtes écarté. C'est quelque chose d'un peu étrange comme concept et qui pourrait paraître un peu punitif, mais le fait est que le système de règles utilisé et l'histoire racontée en fait octroient très peu d'occasions de mourir au personnage, et ça a été la même règle dans Origins au final, et nos héros ont réussi à aller jusqu'au bout. Seul le reroll volontaire est autorisé. Le reroll forcé par une mort ne l'est pas. Si je fais cela, c'est un petit peu pour renforcer, au final, simplement le lien entre personnage et joueur. Parce que quelque chose que l'on sait que s'il meurt, on arrête le jeu, quand bien même la contrainte n'est au final que factice, étant donné que je manipule tout pour que, au final, mes joueurs restent dans l'aventure, parce que j'ai envie de les garder, tout simplement, et que j'ai envie qu'ils arrivent au bout et qu'ils complètent l'histoire, quelle qu'en soit l'issue. Eh bien, quand bien même cette contrainte n'est que factice, malgré tout, cela renforce un petit peu cette appréhension de la blessure, cette appréhension de l'échec du joueur envers le personnage. Et là, le fait est qu'ils ont eu un rappel brutal de cela par simplement la mort à l'écran d'un personnage. Pourquoi je dis à l'écran? Le fait est que quand vous faites mourir un joueur, du moins d'apparence, donc c'est-à-dire que sa mort est masquée, vous n'avez pas accès au corps, vous n'avez pas accès à une vision exacte de ses blessures, etc., mais que vous mettez en place un sentiment chez les joueurs qui s'approche de cette idée de mort, cette idée de le personnage est disparu et vous ne le reverrez pas, et que, effectivement, à la séance d'après, le joueur en question ne revient pas, eh bien, pour eux, ça va avoir exactement le même effet que si on avait effectivement tué ce personnage. Spoiler, justement, du coup, le personnage en question n'est pas mort. Le personnage en question va pas très bien, mais il n'est pas mort. Et par ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre séance à côté, histoire simplement d'expliquer ce qui lui est arrivé,
et potentiellement ensuite le réintégrer dans la trame. Sauf que ça, les joueurs du groupe qui sont responsables de sa mort, ou du moins plus ou moins cause, on va dire, la responsabilité est partagée entre différentes choses, eh bien, eux, n'ont pas conscience de cela. Et c'est cela que je veux dire quand je parle de jouer avec le hors-champ, et que vous pouvez énormément faire cela. Et pas vous limiter simplement au « vous entendez un bruit étrange ». La créature, vous ne la voyez pas, etc. Oui, ça c'est un point. Et c'est vrai que dans un JDR typiquement d'horreur, ou de fantastique, vous avez tout intérêt à utiliser ce genre de procédé. Montrer la menace, c'est vraiment la décrédibiliser à mort. À partir du moment où les joueurs verront la menace, ils sauront comment la combattre. Ils verront, est-ce qu'elle est de chair, est-ce qu'elle est de pierre, est-ce qu'elle a des articulations, comment est-ce qu'on va pouvoir la combattre. Ils vont monter un plan d'action. Tant qu'ils entendent juste un bruit diffus, qu'ils remarquent des traces, eh bien, ils peuvent juste se figurer un peu ce qu'est la créature. Par exemple, s'il y a des traces fourchues, ils peuvent se dire simplement il y a des sabots. S'ils voient somme toute des espèces de griffures au mur, ils vont se dire bon voilà, la créature a des griffes qui sont suffisamment puissantes pour rayer la pierre. Et toutes ces choses-là vont servir en fait de petits indices. Par contre, s'ils ont le temps de vraiment voir la créature avant que celle-ci n'attaque, par exemple, ils la voient se déplacer au loin, ils vont juste se cacher derrière le plus gros amoncellement de pierres et l'observer en silence et regarder si elle a des points faibles. Si l'attaque par contre est très brève, mais qu'en amont ils ont eu l'occasion de trouver des indices, le combat peut être intéressant et équilibré, car d'une part, les joueurs auront des indices, mais ils n'auront pas toute la stratégie, tous les éléments de résolution pour vaincre la créature. Et de plus, vous pourrez profiter de l'effet de surprise, de la présentation de cette créature, de sa description répugnante, ou pas du tout au final. Et vous serez plus à même du coup de générer quelque chose de fort, plutôt que si vous montrez déjà votre créature dès le début, que vous la remontrez ensuite. Ça va avoir moins d'impact. Et vous remarquerez, dans les œuvres littéraires, dans les œuvres cinématographiques, celle qui marche le mieux, c'est celle où on vous laisse simplement une piste d'indice, et que à la fin seulement, on vous révèle la chose lorsqu'il y a vraiment confrontation. Que la confrontation soit terminée par un combat ou non. Elle peut être terminée justement pas du tout par un combat, tout peut annoncer un combat, et au final, ce n'en est pas un. C'est une autre possibilité. Mais le hors-champ, justement, ça ne se limite pas qu'à ça. Le hors-champ peut concerner des joueurs, donc comme on l'a vu avec ce cas de mort, le hors-champ peut concerner des PNJ, ce qui peut être des moyens très rapides de faire, par exemple, avancer une quête. Mine de rien, un PNJ auquel vous dites, vous lui donnez une justification de quitter le groupe et vous dites il va chercher ça, ça permet de résoudre un point de scénario que vous n'avez pas envie de développer parce que vous estimez que cette partie-là de la campagne traîne en longueur. Le hors-champ, ça va vous permettre aussi simplement de développer la backstory de certains personnages. Faire un épisode de JDR où vous êtes en aparté par exemple, donc simplement vous prenez un joueur avec vous et ce jour-là vous ne faites que ça avec lui, vous ne demandez qu'à lui de venir et il vient, il fait une petite séance où on explore des liens qui soient en rapport avec son passé, ou même faire une scène du passé du personnage, permet de planter du contexte à ce personnage et le rendre plus vivant aux yeux du joueur, et ensuite permettra de faire des références à cela, quand bien même les autres joueurs ne l'auront pas vécu, mais ce qui renforcera l'idée que le personnage préexistait. Parce qu'un personnage, quand vous le plantez dans un univers, il ne vient pas à exister magiquement, à son âge de ses 32 ans alors qu'il est un aventurier chevronné. Il a vécu des choses avant. Et lorsqu'il n'est pas avec le groupe, il vit des choses aussi. Ce n'est pas parce que le projecteur n'est pas sur une partie de la scène qu'il ne se passe rien dans celle-là. Lorsque vous êtes au théâtre, les changements de décor se font alors que la lumière n'est pas dessus. On met pas généralement le projecteur sur les accessoiristes qui sont en train de tirer les sapins pour les mettre en place pour la scène finale. Pour autant,
c'est quelque chose que vous pouvez faire par petite dose, histoire de montrer certaines choses à certaines personnes spécifiquement pour qu'elles puissent anticiper, mais pas à tout le monde. La majorité du public, donc c'est-à-dire vos joueurs, donc le groupe intégral de vos joueurs, ne doit pas tout savoir ce qui se passe, sinon il n'y aurait plus aucune tension dramatique. Vous pouvez laisser entreapercevoir des choses via des apartés, via des sessions où vous glissez un peu plus de ces éléments. Une bonne chose peut être de faire justement à ce sujet une info que vous avez envie de donner par joueur et vous laissez un certain nombre d'infos secrètes. Par exemple, une chose que je fais assez souvent, c'est que je prévois 5 caractéristiques à une scène finale. J'en donne une pour que les joueurs aient une sorte de cadre de repère. Donc, par exemple, ils vont savoir à l'avance que leur antagoniste, ça va être celui-là. Ils vont savoir les enjeux du combat. Ils vont avoir des petites informations sur ce qu'il va se passer dedans parce qu'ils ont déjà, par exemple, rencontré cet antagoniste. Et pour le reste, c'est des inconnus. Quand vous regardez un projecteur de cinéma, j'aime dire qu'il y a 3 choses, en fait. Il va y avoir le faisceau central, qui va être simplement l'endroit éclairé, l'endroit connu. Vous avez la partie sombre, vous ne voyez rien. Et vous avez l'espèce de partie entre les deux qui fait la transition, mi-ombre, mi-lumière, qui sont des infos, mais soit qui ne sont pas sûres, soit également qui ne sont tout simplement pas entièrement comprises ou connues. Et pour moi, il faut qu'il y ait un peu de tout ça, en fait, pour une scène finale. Si vous laissez vos joueurs complètement dans le sombre, ils vont juste foncer dans un piège, ou ils vont juste échouer, ou ils vont juste ne pas avoir la moindre idée de comment est-ce que cela fonctionne, ou même simplement de qu'est-ce qu'on est censé faire, et ils vont se décourager. Si vous mettez trop de lumière, plus de tension dramatique. Si vous en mettez juste assez, là, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Alors c'est très difficile à juger, hein, très clairement, et je ne me prétends absolument pas mettre en la matière, loin de là. Certaines de mes dernières sessions de JDR pourraient le montrer, mais toutefois, le fait est que ça, c'est la pratique un peu commune, celle de le faire pour les éléments que nous, en tant que MJ, on prévoit. Maintenant, pour la partie en tant que joueur, il ne faut pas hésiter, à mon sens, à demander aux joueurs d'être complices. Par exemple, je vais revenir à mon cas initial, où je parlais de ce joueur. Ce joueur, je lui ai dit, dans une aparté, au moment où son personnage a été annoncé comme mort, j'ai fait une aparté juste avant, donc comme en disant à l'ensemble des joueurs, on va décrire les derniers instants de Mertal, donc je vais demander à tout le monde de couper les casques, sauf Mertal. Et là, Mertal, première phrase que je lui dis, c'est « Ton personnage ne va pas mourir. » Ton personnage ne va pas mourir parce que, paf, je lui ai donné la raison. Je lui ai dit, voilà, il va t'arriver quelque chose, ton personnage va être changé, mais il ne va pas mourir. Et tu ne vas pas arrêter de faire ce JDR, en fait. Ça, c'est la partie que je dirais de contrat. C'est-à-dire, vous énoncez très clairement les choses. Si vous voulez mettre un joueur complice de quelque chose que vous allez faire, annoncez-lui clairement. Dites-lui, ok, mais tu dois rien en dire. Voilà, il va se passer ça. J'ai envie de faire ça, tu vas avoir telle information, il va arriver ça à ton personnage, etc. Ne le dis pas aux autres. Ils vont découvrir d'eux-mêmes, ils vont faire de même leur propre opinion. Parce que là, en fait, typiquement, c'est quelque chose face auquel ils n'ont aucun accès visuel, en fait. La mort de Mertal, ils ne la voient pas. Elle est juste suggérée. C'est du hors-champ. Et donc, tout ce que j'ai fait, c'est que en tant que joueur, je leur ai dit Mertal est mort. Le personnage de Mertal n'est plus, donc le joueur qui l'incarne ne viendra pas dans les prochaines sessions. Les personnages, eux, ne sont pas totalement sûrs que Mertal soit mort. Mais par contre, ils ont un mauvais pressentiment au sujet de cela. Voilà. Le truc, c'est que
on dit tout le temps que il faut faire une distinction entre personnage et joueur, et là en fait c'est le rare cas où je confonds un peu les deux volontairement. Comment un personnage joueur, enfin comment un joueur pourrait jouer le fait que un tel personnage est mort de manière convaincante et expérimenter toutes les étapes de cela si fondamentalement le joueur qui joue le dit personnage sait que c'est complètement faux et que le personnage va revenir dans 2 séances. C'est jouable, mais ça n'a pas les mêmes implications. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça volontairement. Et ça, c'est quelque chose que vous ferez dépendant de votre groupe. Vous n'aurez pas forcément envie de le faire si vous avez des joueurs à qui vous savez que ça va poser vraiment des gros problèmes. Des gros problèmes de culpabilité, par exemple, pour avoir sorti un joueur de l'intrigue. Là, c'est légèrement le cas, mais suffisamment peu le cas pour que ce soit quelque chose d'acceptable et qui profite à l'expérience de jeu. Parce que là, malgré tout, les 2 joueurs restants, quand bien même ils se disent « mince, on a sorti un joueur du jeu », en fait, comme ils ont vu que le 3e joueur ne leur en voulait pas du tout, parce que à lui-même on avait annoncé de toute façon que son personnage n'allait pas mourir et qu'il allait revenir dans le JDR, les 2 autres ne s'en sont pas... Ils s'en sont voulus, un peu. Mais ils ont majoritairement tourné ça du côté personnage et pas du côté joueur. Attention toutefois, lorsque vous faites ce genre de choses, là c'est un cas très spécifique de cette dissociation et réassociation joueur-personnage. Là c'est parce que je suis avec un groupe dans lequel la plupart des joueurs, je les ai depuis 5 ans. Donc je connais comment ils vont réagir, je sais comment ils vont faire. Ne faites pas ça dans un groupe que vous n'aurez jamais testé en amont. C'est beaucoup trop dangereux et au niveau des liens sociaux, à mon sens, pour le tenter de cette manière. Mais là, en fait, ce que je veux expliquer au sujet du hors-champ, c'est que il va se passer quelque chose en hors-champ, eux n'ont pas à le savoir, ils vont voir juste les conséquences de cela, étant donné que Mertal va revenir sous une autre forme. Et eux, ce qu'ils vont vivre pendant ce temps-là, c'est en hors-champ par rapport à Mertal. Mertal ne va pas vivre ce que eux vont vivre. Et du coup, une chose très intéressante lorsque vous faites du hors-champ et des apartés, c'est de ne pas résumer, vous, ce qu'un personnage aura fait ou ce que des personnages auront vécu, découvert, etc. Mais laisser les joueurs expliquer ce que eux ont découvert. Parce que de cette manière-là, ça fera exactement comme si vous aviez un narrateur qui était à l'intérieur de l'histoire, qui simplement analysait les événements en fonction de ce qu'il a compris lui, et pas en fonction de ce que quelqu'un d'omniscient et qui a toutes les clés de compréhension du scénario va comprendre. Si vous dites que tel procédé magique fonctionne de telle manière, et que vous noyez l'explication dans quelque chose de complexe, le joueur ne va pas tout retenir. Et la question étant, est-ce que le personnage du joueur retiendrait tout? Suivant son personnage, probablement pas. Si vous estimez que le personnage est suffisamment cultivé sur le sujet pour qu'il sache cette notion de base, bien évidemment, vous pouvez assister le joueur au moment où il est en train d'expliquer la chose, parce que c'est de la connaissance qu'il est censé avoir. Mais sinon, une bonne manière d'émuler le fait qu'un personnage n'est pas omniscient, c'est de ne pas répéter en fait ce que vous dites, au moment où il y a des réunions de groupe. Et ainsi, les joueurs qui vont être amenés à retrouver un groupe ne vont pas avoir les informations complètes et vont devoir faire avec ce qui va être compris de par les joueurs. Ce qui peut être des choses fausses, bien évidemment. Et là, ça peut être quelque chose de frustrant en tant que MJ parce que vous vous dites mince, ils n'ont pas écouté ou alors ils n'ont pas compris la manière dont je l'ai expliqué. Mais pour autant, la potentialité de faire des erreurs amène des rebondissements dans l'action que vous-même vous n'avez pas à prévoir.
Parce que c'est bien de faire une table de rencontre et à chaque fois que vous changez de carte, vous lancez des dés. Sauf que si les joueurs créent eux-mêmes l'action, de par leurs erreurs d'interprétation, ça va vous faire des choses beaucoup moins routinières. Parce que vous, ce que vous allez faire, au final, quand bien même vous utilisiez des générateurs, quand bien même vous soyez le plus créatif du monde, au bout d'un temps, vous allez un peu vous recycler. C'est quelque chose que j'ai énormément ressenti dans pas mal de JDR que j'ai pu être amené à faire. Je me suis retrouvé à ressortir les mêmes menaces, les mêmes styles de combat, les mêmes énigmes. Et tant que ce n'est qu'une ou deux fois dans des campagnes différentes avec des groupes différents, ça passe. Et si c'est dans une même campagne, parce qu'il y a des campagnes qui peuvent être très longues, vos joueurs vont avoir un sentiment de déjà-vu. Et ajouter donc un élément d'incompréhension qui peut mener à des échecs, voire des erreurs, voire des problèmes, permet de générer une source de problème qui soit dépendante des joueurs, et non pas de vous, et non pas d'une table aléatoire que vous aurez récupérée sur internet par exemple, ou dans votre manuel préféré. Et ça va faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui, en plus, va être directement lié au joueur. Et donc le joueur ne va pas se dire « Oh, c'est juste de la malchance, j'ai mal tiré dans ma table de rencontre, je suis tombé sur un dragon. » Non, il va se dire « Merde, la prochaine fois, je ferai plus attention, en fait. » Parce que là, ce qui vient de se passer, c'est ma faute. C'est une erreur de compréhension de ma part. Ou alors, j'ai pas assez poussé. Ou alors... Voilà, et il va chercher à gratter, il va chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Et ça va faire avancer le scénario en même temps. Si jamais vos joueurs sont en train d'essayer de comprendre comment telle chose fonctionne parce qu'ils en ont besoin pour le scénario, qu'ils font une erreur, que ça amène à un rebondissement, ça peut, vous pouvez les guider comme ça vers un développement de scénario en disant bah voilà, ok, vous n'avez pas réussi à faire ça, vous n'avez pas réussi à stabiliser l'esprit de ce spectre. Toutefois, parmi les gémissements, vous avez entendu un nom. Le nom d'une famille noble de cette région. Peut-être qu'il serait bon d'enquêter là-bas. Voilà, phrase complètement au schnapps, hein, vraiment faite à la va-vite. Mais pour autant, ça vous permet de glisser des choses, plutôt que de mettre un élément perturbateur extérieur qui viendrait comme ça sans lien avec la trame. Là, c'est logique que vous ayez quelque chose qui soit en lien avec la trame, étant donné que c'est en expérimentant sur cette trame que vos joueurs se sont retrouvés à avoir cette complication. C'est pas un ensemble de brigands qui d'un seul coup se ramènent et... Voilà, ils sont là, quoi. Ils vous attaquent, parce qu'ils veulent vos richesses. Ça permet de faire des choses qui ont beaucoup plus de sens. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé à mieux comprendre ce que je voulais dire par cette espèce de hors-champ. J'espère que vous aurez pu y glaner 2-3 informations utiles, si c'est le cas vous savez ce que vous avez à faire, sinon bah vous savez aussi. J'ai voulu changer un peu le format par rapport à d'habitude, vous faire quelque chose d'un peu plus condensé, parce que les vidéos précédentes ont eu tendance à être un peu longues. Donc c'est bien de pouvoir maintenir ça à un format un peu plus digérable, on va dire. Et voilà, salut, je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, salut. Tu annonces qu'il va y avoir des séances solo pour Mertal? Non. S'il te plaît? Non. Pitié. Non, il va y avoir des séances solo pour le reroll, Mertal. Bah non plus, il n'y a pas de reroll. Je viens d'éjecter un joueur du JTR parce que je suis un abruti qui a réagi agressivement. Je reviens. Oh, c'est perfectly timing. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Le gardien qui vient d'envoyer ça. Oui. C'est un bordel. C'est la vie, con.